Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Décidément, Audrey, c'était la journée des démissions. Mais celle-là, elle était dans l'air depuis un certain temps. Il y avait toutes sortes de rumeurs, de l'incertitude. Mais en après-midi, lorsque la nouvelle est tombée, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont quand même été surpris de ça. Démission du ministre de la Santé, Christian Dubé. Oui, au début, je m'étais dit peut-être qu'on s'est trompé de nom, mais finalement, non. C'est vraiment Christian Dubé qui a annoncé avec fracas quand même sa démission hier. Il l'a fait sur les réseaux sociaux en milieu d'après-midi. Et ça, c'est une semaine après qu'il y a eu une entente, un accord de trouver avec la Fédération des médecins omnipraticiens. D'ailleurs, il y a un vote là, qui doit prendre fin aujourd'hui là, sur cette entente-là. Ce qu'il a dit, Christian Dubé, c'est que cette entente-là n'allait pas assez loin. Il était satisfait de l'accord trouvé, mais que ça n'allait pas assez loin. Lui, ce qu'il a dit dans son message, ce qu'il voulait de sa réforme, c'était de permettre au gouvernement et à Santé Québec d'exercer pleinement leur rôle de gestionnaire du réseau public. Mais là, Québec a reculé. Il dit que l'entente maintient le statu quo sur les enjeux de la gouvernance. Il a admis quand même qu'au début des discussions, le ton qu'il avait adopté, c'était pas nécessairement le bon. Ça n'avait pas favorisé un échange constructif avec les médecins. Mais bref, il a annoncé sa démission. Ça a fait énormément réagir pendant la journée d'hier. François Legault, notamment, a dit respecter cette décision-là, accepter sa démission, le remercier pour ses années de service. On sait que Christian Dubé avait été écarté graduellement des négociations, justement. Il a fallu que François Legault s'en mêle pour que ça avance. C'était une quarantaine de cliniques au plus fort de la crise qui menaçait de fermer. Et il y a plusieurs médecins qui ont parlé d'aller travailler en Ontario. Il avait perdu Lionel Carman, François Legault aussi. Donc, c'est pas facile, là, ces discussions-là avec les médecins. 2-3 réflexions en lien avec ça. Dans le cas de François Legault, ben là, il est plus isolé que jamais, là. Parce qu'imaginez, dans ce conflit-là, il a perdu 2 de ses alliés de la première heure avec la CAQ. Pour des raisons complètement diamétralement opposées. Lionel Carman, lui, est parti parce qu'il pouvait pas soutenir la loi 2. Puis après ça, le gouvernement recule, puis Christian Dubé s'en va parce qu'il est plus d'accord avec le recul du gouvernement. François Legault va avoir peut-être une réflexion à faire, là. Je considère que la démission de Christian Dubé, et ça survient, c'est des fois la vie, hein? Ça survient à peu près au même moment où Chrystia Freeland, il y a 1 an, démissionnait, puis ça avait été le coup de grâce pour Justin Trudeau. Alors, quel impact ça aura sur François Legault, qui, en passant, je lisais son message, là, c'est fret, puis pas à peu près, là. Ça, c'est l'équivalent, disons, là, si vous quittez votre entreprise, là, puis votre patron vous dit bonne chance dans vos projets futurs. Hey! Moi, je sais pas. Moi, ça m'a vraiment marqué. Et dans le cas de Christian Dubé, on le sentait venir. Souvenez-vous, là, il y a une semaine, jour pour jour, lorsqu'il y a eu les bilans à l'Assemblée nationale, les collègues avaient tendu le micro à Christian Dubé dans le corridor de l'Assemblée nationale, lui avaient demandé, allez-vous poursuivre votre mandat, M. Dubé? Puis là, il avait répondu, merci, bonjour, tout le monde. Et là, il avait continué son chemin. Alors ça, c'est très révélateur. Il y avait aussi des rumeurs dans les corridors de l'Assemblée nationale. À propos de certaines menaces de démission de la part de Christian Dubé, en fonction, est-ce que le gouvernement, si le gouvernement allait reculer, il aurait, je vais mettre ça au gros conditionnel, là, mais ça a circulé un petit peu à gauche et à droite, là, il aurait menacé de démissionner à plusieurs reprises. Alors, est-ce qu'on est surpris? Pas nécessairement, mais quand même, là, démissionne de son poste, quitte le caucus de la CAQ, va quand même terminer son mandat. Alors là, il n'y aura pas de partiel qui sera déclenché là-dessus. Il avait déjà dit qu'il n'allait pas se représenter aux prochaines élections. Oui, on le savait déjà, effectivement. Il y a un précédent quand même qui va se créer. Qui, peu importe le parti, va oser reprendre le combat contre les médecins au système de la santé? Qui va vouloir essayer quelque chose après ça? Là, dans ce cas-ci, Audrey, on connaît l'identité de la prochaine ministre de la Santé. Rapidement, oui. Ça s'est fait rapidement. Sonia Bélanger, qui est actuellement ministre des Aînés et des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Services sociaux. Et là, il va cumuler les fonctions. Pour l'instant, on va lui nommer un bras droit là, pour partager ses tâches au retour des vacances des fêtes. C'est le bureau parlementaire de Québécois qui nous apprend ça ce matin. Madame Bélanger, elle était infirmière, elle a gravi les échelons tranquillement. Elle était PDG du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle avait fait le saut en politique, c'était en 2022 pour la CAQ. Et c'est vrai que probablement que ça a pris de court là, la démission de François Dubé, ça a pris de court François Legault, la démission de Christian Dubé. Et bon,
on a voulu faire rapidement là, pour nommer quelqu'un d'autre parce que ça prend quelqu'un au ministère de la Santé. Donc, on a nommé Sonia Bélanger qui va accumuler, comme je le disais, ses fonctions pour le moment. C'est la seule qui avait des connaissances réelles en santé. C'est la seule qui restait. Là, il y avait, écoute, le seul médecin, c'était Lionel Carman, il est parti. Mais ta question est bonne, Isabelle. Qui va vouloir gérer ça? L'impression que ça nous donne de l'extérieur, c'est que c'est pas gérable, le réseau de la santé. Christian Dubé a essayé, il s'est cassé les dents là-dessus. Puis ça y a coûté son poste. Ça y a coûté son poste, puis je dirais même que ça y a coûté sa relation avec François Legault. Oui. Là. En tout cas, de l'extérieur, quand on regarde ça... Et quand il est arrivé, là, tout le monde lui faisait confiance. Tout le monde avait confiance qu'il allait renverser la vapeur. Il y avait une cote de popularité très élevée, t'as raison là-dessus. Mais là, maintenant, sans rien enlever à Mme Bélanger, qui a des connaissances là-dessus, mais là, on s'aperçoit que celui qui décide, là, c'est François Legault. Là. Même dans la négociation, il avait beau nous dire dans ses entrevues de fin d'année, « Ah, ben non, mais c'est coutume que ce soit le premier ministre là, qui tranche dans ces choses-là. » Mais là, c'est pas juste tranché, là. Je veux dire, le gouvernement a reculé sur tout, sauf la capitation. C'est tout. Mais sinon, là, tout ce qu'il y avait là, dans le projet de loi 2, que ce soit les codes de couleur, relier la rémunération avec la performance, tout ça, ben c'est disparu. Alors, Christian Dubé est allé au bout de ses convictions. Il a été fidèle à lui-même. Il aura quand même rendu de grands services au Québec. Est-ce que ça s'est mal terminé? Oui, ça c'est clair que ça s'est mal terminé, mais j'entendais... ça serait intéressant de voir aussi l'impact politique de tout ça, parce que j'entendais des commentaires. Des fois, on fait l'exercice, là, les collègues journalistes font l'exercice, ils vont à la rencontre, par exemple, d'électeurs là, dans le comté, là, entre autres à la Prairie. Dans des fameux vox pop. Ça, c'est quand même révélateur, parce que là, tu as le pouls du monde aussi, tu as le pouls du public, puis il y a des gens où ça passait très mal. Le traitement reçu par Christian Dubé, ça a passé très mal. Là, c'est correct, les médecins ont eu ultimement la tête de Christian Dubé. Mais là, laissez-moi vous dire que les attentes là, sont là. Sont là pour les médecins. Là, c'est correct. Exemple, on va avoir le résultat aujourd'hui au niveau des médecins de famille. Mais on est bon il va falloir qu'ils là-dessus. livrent. C'est ça. On accuse, mais on n'est pas en train de trouver des solutions pendant ce temps-là. Ah non, mais le réseau de la santé, là, on parle un souvent bordel. du réseau de la santé comme un mammouth. Là, au départ, assez on révélateur. avait parlé aussi que François Legault ne voulait pas que Christian Dubé plie devant les médecins. Oui. Au final, c'est lui qui a plié. Il sentait la soupe chaude, probablement. Oui. Christian Dubé a plié bagage. Oh! Bon, ça, c'était une des deux démissions qu'on a eues hier. L'autre, on le savait. On le savait très bien, mais on avait hâte quand même de l'entendre. C'est Pablo Rodriguez qui, pendant à peu près une quinzaine de minutes, a expliqué les raisons de son départ. Oui, il a annoncé officiellement sa démission. Là, c'était sorti partout, évidemment, parce qu'il l'avait annoncé à son caucus la veille. Il s'est adressé aux médias hier à la permanence du parti. Il était accompagné de sa femme et de sa fille. Il a dit qu'il était devenu, bien malgré lui, une distraction. Il a assuré ne pas avoir été mêlé aux pratiques de financement douteuses qui ont miné son règne à la tête du Parti libéral du Québec. Bref, disons-le, ça a duré 6 mois. Il a dit « Je veux être clair, je n'ai rien à me reprocher ». Il a rappelé que jamais son intégrité n'avait été mise en cause. Il se dit très serein, en paix avec sa décision. Bon, il y a eu encore une fois énormément de réactions face à cette démission-là. Et là, c'est la course à la succession. On lançait des noms hier. Il y en a plusieurs qui ont fermé la porte. Qui va prendre la relève de Pablo Rodriguez? On le verra prochainement. Il y aura, Charles Milliard, évidemment. Il y a toujours des noms qui circulent. Reste à voir si ce sera... on parlait d'une courte course, 4 à 6 semaines après les fêtes. Est-ce qu'on a sacrifié Pablo Rodriguez? C'est sûr qu'il devenait une distraction pour son parti. Ça, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup aimé son discours hier. Je l'ai trouvé très digne. Oui. Puis il fait bien de dire, écoutez, moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis droit devant vous. Je garde la tête haute. Dans toute sa carrière, il a dit, on n'a jamais mis en question mon intégrité. Dans la série d'articles non plus, l'erreur de Pablo Rodriguez aura probablement été de ne pas avoir posé assez de questions à son entourage. Et là, le Parti libéral du Québec, là, on aura beau dire, la course va être très, très courte, de 4 à 6 semaines. Là, il va falloir resserrer un petit peu les mailles du filet. Là. S'assurer d'être irréprochable parce que je parle souvent en politique des dommages réputationnels, des dommages à la marque, dans ce cas-ci, la marque libérale. C'est sûr qu'elle termine l'année très écorchée, la marque libérale. Alors là, assurez-vous, lors de la prochaine course, qui sera très, très courte, d'être irréprochable dans vos règles de financement politique. Et
là, il y a des... tu nous le disais, il y a des noms là, qu'on commence à rayer de la liste. Il y avait Marois Risky qui disait « Non, je ne serai pas là, oubliez ça. » Les espèces de transfuges éventuels du fédéral, ils ont tous fermé la porte. Puis de toute façon, je trouve que ça aurait été une stratégie terrible, là, espèce de jouer dans le même film. Et là, le plus récent, c'est André Fortin. Qui a fermé la porte qui lui aussi a fermé la porte pour des raisons familiales. On peut comprendre. Il est papa de jeunes enfants aussi quand même. Et dit, ce serait pas compatible avec le rôle de père que je souhaite être. Alors, c'est tout à son honneur, c'est noble de le faire. C'est un parlementaire très respecté, très redoutable aussi. Alors là, il reste, disons, dans les principaux. Là. Il reste Charles Milliard, qui s'est déjà très bien... Il s'est positionné là, lorsqu'il a fait ça. Ça a été le premier là, à faire une sortie, d'ailleurs, par écrit, en disant que le Parti libéral, là, je le paraphrase, là, a besoin là, quand même là, de prendre un virage important. Carl Blackburn, qui était là aussi dans la dernière course à la chefferie, mais qui incarne peut-être davantage l'ancien Parti libéral, lui, qui a occupé de hautes fonctions à l'époque, alors que Charles Milliard, bien qu'il ait milité dans le Parti libéral, n'était pas nécessairement connu comme tel du public ou quoi que ce soit. Ce serait comme ses débuts en politique active. Et là, il y a Marc Tanguay, qui est déjà un élu. Qui, lui, est plus connu quand même. Oui, parce qu'il a fait l'intérim. Il a fait l'intérim la dernière fois. Alors, est-ce qu'il sera tenté cette fois-ci de se lancer? Ce sera le trio, je dirais, qu'on surveille, là, à moins d'un rebondissement majeur. Là, on parle beaucoup de Pablo Rodriguez, mais j'espère que ceux qui ont vraiment concocté les brownies puis ils ont bien cuisiné, là, j'espère qu'eux vont être sévis quand même. Il y a 4 enquêtes. C'est ça. Faut pas les oublier. Je pense qu'il y en a qui vont passer peut-être un temps des fêtes un petit peu nerveux. Moins sucré. Peut-être un petit peu moins sucré. Il y a de nouveaux développements concernant le fameux terrain là, de Nordvolt sur la Rive-Sud. Oui, il y a le gouvernement qui espère en tirer... plusieurs millions de dollars, 315 millions de dollars de cet immense terrain de 18,5 millions de pieds carrés. C'est là où on devait accueillir l'usine de batterie Nordvolt. Là, c'est à la frontière de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. C'est une décision qui a été rendue il y a une dizaine de jours. La juge qui a autorisé le cabinet comptable Raymond Chabot à solliciter des acheteurs pour ce terrain-là. Nordvolt avait payé 240 millions en 2023 et ça, c'était 12 fois plus cher que ce qu'avait versé Luc Poirier et ses partenaires 8 ans plus tôt. Il avait payé 20 millions de dollars. Le gouvernement avait consenti un prêt de 240 millions à Nordvolt avec un taux d'intérêt de moins de 5 % là, pour financer la transaction. Et on n'avait pas exigé de rapport d'évaluation pour confirmer la valeur du terrain. On s'est contenté d'une analyse préparée par la firme de courtage CBRE qui représentait Nordvolt. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner tout ça, mais on espère en tirer au-delà de 300 millions de dollars. Dans tout ce fiasco-là de Nordvolt, c'est peut-être là où on va espérer récupérer certaines de nos billes. C'est avec la vente du terrain. Québec, c'était quand même protégé là-dessus. Reste à voir maintenant le prix qu'on réussira à obtenir. Dans le cas de Luc Poirier, il avait manifesté son intention, mais de le racheter au même prix, moins les taxes, moins les impôts. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre avec lui? Ou est-ce qu'on réussira à trouver un autre acheteur qui donnera le prix demandé? Mais c'est la moindre des choses que Québec réussisse à récupérer une partie de ces billes-là. Le premier ministre avait beau, dans son bilan de fin d'année, quasiment blâmer les journalistes, là, de dire, là, vous insistez juste sur les mêmes sujets. Hey, non, mais sincèrement, arrêtez, là, on peut pas passer sous silence l'échec de Nordvolt. Quand vous nous avez claironné ça en grande conférence de presse, puis c'est la plus belle affaire depuis le pain tranché. La 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde. Puis après ça, nous dire, là, faut y aller avec la moyenne au bâton. Non, regarde, faut être honnête intellectuellement avec les gens. Il y a eu un développement important dans cette enquête à la suite de cette tuerie sur l'université de Brown aux États-Unis. Le suspect dans cette histoire-là a été retrouvé mort dans les dernières heures. Oui, il y avait cette chasse à l'homme qui a duré 6 jours et oui, il a été retrouvé mort. Son corps était dans un entrepôt de Salem au New Hampshire. Les policiers ont dit qu'il s'agissait d'un homme de 48 ans d'origine portugaise. C'était un ancien étudiant de l'université. Il était lié à la mort d'un professeur de l'université MIT du Massachusetts. Ça, c'est l'État que je ne suis pas capable de prononcer. Le Massachusetts, plus tôt cette semaine. Et ça a duré 6 jours, cette chasse à l'homme. C'est une fusillade qui a fait 2 morts, 9 blessés à l'université Brown dans le Rhode Island. Donc, voilà, il avait tué 2 étudiants pendant des examens à l'université. C'est la police qui a annoncé ça hier. Isabelle, premier gala TikTok, ça se passait à Hollywood.
Hollywood au Palladium, au Hollywood Faut pas avoir Palladium. mangé de l'ail la veille pour prononcer Hollywood. Ça doit être un test, hein? T'es-tu admis ou pas? Non, ça va bien. Non, t'es impeccable. Impeccable. Mais Hygiène buccale 10 sur 10. Surtout le matin, c'est important. Avec les cafés puis tout ça, ça peut être très dangereux. Alors, à Hollywood, Oui. c'était la première fois, semblerait qu'il y a eu plein de pépins techniques. Ça a commencé une heure en retard parce que les LED ne marchaient pas. C'est sûr que quand tu commences un gala comme celui-là, ça fait mal. Quand on y revient. Parce que le centre de service scolaire de l'énergie est fermé puis on s'en Oui, parlait. on fait une petite parenthèse dans ton affaire de Hollywood. Là. Aujourd'hui, surveillez les réseaux sociaux de vos centres de services scolaires, de vos écoles, parce qu'il risque d'y avoir une C'est ça. Puis une le centre de fermeture. service scolaire de l'énergie à Mauricie est fermé pour la journée. Voilà. Bref. Ma parenthèse est fermée. Fin. Donc, TikTok, c'est la première fois. Déjà, hier, on parlait des Oscars qui vont être diffusés sur YouTube en 2029. On sent le virage. Celui qui a été nommé créateur de l'année, c'est Keith Lee. Il y a vraiment beaucoup d'abonnés. Lui, il fait des critiques culinaires, arts martiaux mix, on parle aussi. Et celui qui a été classé révolutionnaire de l'année, si vous allez le reconnaître, c'est Alex Warren. Oh my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead buried on the edge of Lui, your en une journée, sur TikTok, est capable d'amasser 4 millions de vues. Wow. TikTok a changé la donne, littéralement, change le type de palmarès. Avant, c'est Billboard et les grands de ce monde qui déterminaient les numéros 1, 2, 3. TikTok vient de brasser la cage à cette façon de fonctionner-là, la façon de consommer le web aussi. Visiblement, il y a un gala. Alors qu'on veut bannir les réseaux sociaux dans certains pays, eux autres en font un gala. J'ai hâte de voir la suite des choses. Le gala, c'est mi-figue, mi-raisin, mais en tout cas, ça nous permet de voir d'autres personnalités. Je sais pas ce que j'en pense, mais en tout cas, c'est assez inusité, je trouve. Je pensais pas un jour parler d'un gala TikTok. Ben oui, puis dans le cas de TikTok, on a appris dans les dernières heures que TikTok avait signé cet accord-là permettant de créer une co-entreprise américaine. C'était demandé par la loi pour éviter finalement que le réseau soit interdit aux États-Unis. C'est tellement d'ailleurs un réseau qui est populaire. Charles-Antoine, au sport, c'était un bon match du Canadien hier contre les Blackhawks. C'est votre dernier matin? Oui. J'allais pas finir ça avec des mauvaises nouvelles. Non. Gilles Brelon, Oh! je vous offre donc un 4-1 qui aurait pu être un 6-1. Victoire du Canadien. Il y a eu 2 buts. En fait, il y a eu 3 buts refusés dans le match. La reprise vidéo se faisait aller de tous les sens. Le Canadien qui s'est fait priver de 2 buts. Donc, malgré tout, victoire convaincante de 4-1. Fallait gagner. On s'entend. Les Blackhawks privés de Connor Bedard, c'est pas la même formation. Et c'est fou parce que, tu sais, ensemble, on a vécu les hauts et les bas des dernières semaines. Avec le gain hier, le Canadien va chercher un point dans 4 de ses 5 derniers matchs, si bien qu'il est 2e de la division. Bon. Tu sais, tu passes de 12-2 à l'instant d'un petit clin d'œil. Zachary Bolduc n'avait pas encore marqué à Montréal. Il a marqué 2 fois hier, donc un beau Noël à Trois-Rivières pour la famille Bolduc. Moins beau Noël sur la rive sud de Trois-Rivières à Bécancour, puisque le premier match de Samuel Montembeault avec le Rocket à Cleveland, ça a été très, très difficile. Les chiffres là, parlent d'eux-mêmes. 4 buts alloués sur 24 tirs, une moyenne de 4. C'est vraiment pas très, très bon. 833. On espérait voir un peu de réconfort. Peut-être qu'il pourra se reprendre samedi. Là. Il y a un autre match du Rocket, toujours à Cleveland, mais très bien pour le Canadien, plutôt difficile pour son gardien numéro 1.